foudre de Zeus. Le coup de foudre, c'est ça. De 13h à 14h, Georges Vernat et son équipe accueillent des passionnés pour vous faire entrer dans leur univers. Coup de foudre, c'est tout de suite sur Prune. À vos casques, prêts, radio, bienvenue dans Coup de foudre, l'étincelle de votre samedi. Aujourd'hui, samedi 2 avril, on est là, fidèle au poste, prêt à remplir vos oreilles d'une chose qui fait du bien. L'envie, la niaque, la passion. Car oui, c'est là tout le but de cette aventure commencée en octobre de l'année dernière. Donner une tribune à des femmes et des hommes qui ont choisi, souvent avec pas mal de risques, la voie de la sincérité plutôt que celle de la sécurité. Je suis sûr que vous connaissez ce sentiment, cette foudre qui vous traverse et vous électrise, cette petite voix excitée dans votre tête qui dit « Et si on le faisait ? Et si, plutôt que chercher la route la plus proche, j'en creusais une ?» Et par chance, j'ai ces derniers mois croisé la trajectoire de plusieurs de ces énergumènes, à croire qu'il y en a pas mal. Chaque fois d'ailleurs que je prépare ces émissions, prêt à découvrir une nouvelle histoire de vie enthousiasmante, je me rappelle d'une théorie de Georges Gurdjieff, philosophe et professeur du XXe siècle. Selon lui, l'être humain croit vivre éveillé, alors que la plupart du temps, il dort. Il s'hypnotise sans cesse, dit les mêmes mots, fait les mêmes gestes, presque sans contrôle, sans volonté, bref, il est absent de lui-même et vit un rêve qu'il ne contrôle plus. Il lui faut donc des réveils. Certains qu'il inventera, de petits électrochocs pour se garder éveillé, conscient. D'autres qu'on lui donnera, grâce à des proches ou amis qui lui prêteront leur réveil à eux. Voilà ce qu'est Coup de foudre pour moi, et j'espère pour vous aussi qui avez la curiosité de nous écouter. Un réveil pour se rappeler qu'on est en vie, que c'est maintenant, et qu'on en veut, bordel. J'en profite pour vous présenter le reste de l'équipe. D'abord Roma, qui va nous chroniquer un livre de Harlan Coben. Salut Roma. Salut, salut. Et Brian, notre chroniqueur globetrotter, qui nous emmènera au soleil du Cap Ferret. Salut Brian. Salut à tous. Et quant à la réalisation, c'est Guillaume qui s'en occupe aujourd'hui. Ça fait plaisir de te retrouver derrière la console. Plaisir partagé, bonjour. Guillaume petits yeux aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans Coup de foudre, nous recevons Adrien Sauvageau, producteur de Spiruline. Salut Adrien. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'émission. Merci pour l'invitation. Pour te présenter en 2 mots, donc tu as passé en 2009 un bac sciences et technologies industrielles à Le Mans, et juste après un BTS conception des produits industriels. Tu as fait divers jobs entre 2011 et 2017, dont technicien bureau d'études, concepteur d'emballage, un profil assez centré sur la technique, la mécanique, l'intelligence manuelle. Et c'est en 2019 que commence pour toi l'aventure que tu poursuis aujourd'hui avec la spirulinerie, qui est donc l'endroit où tu cultives, transformes et vends de la spiruline. Pour ceux qui ne... Je vais arriver à switcher de feuille. Pour ceux qui ne sont pas familiers de ce que c'est, restez avec nous, rassurez-vous, on va en parler en détail pendant l'interview. Mais pour l'instant, c'est l'heure du fameux, du seul, de l'unique quiz éclair. Les règles sont simples, Adrien. Je te pose 12 questions où tu dois choisir entre 2 réponses le plus vite possible. Si aucune réponse ne te plaît, tu es libre d'en choisir une autre tant que tu vas vite. Ok. T'es prêt ? Ok, je suis prêt. Super. Vitesse ou lenteur ? Lenteur. Sucré ou salé ? Salé. Hip-hop ou reggae ? Reggae. Je savais qu'elle serait difficile, celle-là. Vote ou abstention ? Vote. Ville ou campagne ? Campagne. Ok. Solo ou collectif ? Collectif. Thé ou café ? Thé. Penser ou vivre ? Penser ou vivre Impossible, celle-là, t'inquiète pas. Les deux. Hein. Ouais. Chat ou chien ? Chien. Ok. Physique ou chimie ? Physique. Ok. Organisé ou bordélique ? Les deux. Ok. Passé ou futur ? Futur. Ok. Et on va enchaîner tout de suite avec l'interview. Alors c'est la particularité d'un Coup de foudre, hein. L'interview, le jingle est doublé à la bouche. Attention, 3, 2, 1. Magnifique. On va le refaire ça. Alors, première question pour toi, Adrien. En général, moi j'aime bien commencer par l'enfance, assez logiquement, parce que c'est souvent là que naissent les vocations, plus ou moins consciemment. Est-ce que tu as eu une enfance qui a peut-être favorisé un goût pour la technique, le manuel, la science ?
Alors c'est fort probable, oui. J'ai donc un papa qui est agriculteur. Et je dirais que j'ai passé pas mal de temps avec lui à le suivre un peu partout, donc dans la nature, dans la campagne. Et voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai eu envie de revenir à une activité un peu plus centrée sur la nature et sur la production de vivants, quoi. Donc oui, il y a des chances que mon enfance a participé à, Que à c'est un cette envie de environnement revenir. bucolique Ouais. et influencé le reste de ton parcours. Ouais. Ok. Et ensuite, donc au lycée, je le disais, donc tu as choisi de passer un bac sciences et technologies industrielles. Option génie mécanique. À ce moment-là, est-ce que tu sais déjà un petit peu où tu vas, ce sur quoi ça débouche après, ce que tu veux faire? Ouais, là j'ai eu la chance, c'est vrai, quand j'étais au lycée, d'avoir trouvé une activité qui me plaisait, donc la conception de manière générale, donc mécanique. Voilà, le côté créatif me plaisait beaucoup. Travailler sur un logiciel 3D, c'était sympa. Et en fait, je voulais pas. Je connaissais le contexte agricole aussi. Mon père est producteur laitier et je voulais pas en fait aller dans cette voie-là parce que ça me paraissait un peu compliqué. D'ailleurs, mon père ne me disait pas de faire du lait. Oui. C'était déjà compliqué à l'époque. Ok. Donc voilà, je suis quand même resté un peu dans l'agricole parce que j'ai travaillé après mon bac dans des entreprises où je faisais cabine de tracteur. Donc voilà, je suis quand même resté dans le domaine, mais plutôt dans le côté créatif, conception, mécanique, hydraulique, etc. D'accord. Parce qu'effectivement, la vente de lait, pour lui, c'était vraiment compliqué comme domaine. Ouais, voilà, Je sais qu'il y a eu pas mal c'est vrai que d'affaires, mais je c'est sais un pas. métier dur à en vivre, hein, surtout si on fait pas de transformation. Et puis c'est quand même beaucoup d'astreintes aussi, avec donc en vache laitière, faut être voilà, faire la traite le matin, le soir. C'est pas quelque chose qui m'attirait plus que ça Ouais. à l'époque. Ouais, C'est des ouais. boulots très durs, ouais. Ouais. Et puis juste après ton bac, tu embrayes directement, donc entre 2009 et 2011, par le métier de technicien bureau d'études. Moi, j'avoue que c'était un peu nébuleux pour moi ce terme. J'ai vu qu'il y avait donc la conception d'engins automoteurs Ouais. et que tu vas retrouver d'ailleurs ce poste de technicien bureau d'études entre 2011 et 2012, mais dans la fabrication d'autres choses, de mobilier design. Voilà. Donc c'est un travail qui est assez multiple en fait. Alors voilà, mon métier de concepteur peut me permettre de travailler dans plein de domaines. Et c'est vrai que je suis quand même assez curieux. Et au bout d'un an ou deux, dans une entreprise, c'est vrai que j'avais très vite envie j'avais fait le tour et j'avais envie de voir autre chose. Donc j'ai effectivement je suis passé de la tôlerie mécanique tube aux meubles. Mhm. Après, je suis parti dans l'emballage pendant quelques années, donc dans le carton. Et je suis revenu après en passant par différents postes. J'ai travaillé en qualité, donc c'est autre chose que de la conception. Mais voilà, j'ai navigué dans l'industrie un peu comme ça, à différents postes, pour finir quand même en bureau d'études et revenir sur, encore une fois, du tracteur, l'usine Classe au Mans qui assemble les tracteurs. D'accord. Donc voilà. D'accord. Donc en fait, c'est très vaste comme métier. C'est vraiment ce qui englobe beaucoup de choses. Qu'est-ce que Voilà. tu peux faire d'autre, par exemple, comme Tout se conçoit, donc c'est ce qui me plaisait Tout dans ce qui mon est métier. conception, Hein, en fait, ce métier-là me plaît encore en soi, hein, mais oui, tout se conçoit. Hein, vous avez un bureau d'études dans chaque industrie ou tu peux n'importe quelle concevoir pièce. des Ça peut micros, être, des pieds de micro pour la radio, des choses comme ça. voilà, ça c'est forcément passé D'accord. dans un logiciel de conception. Ok. Donc ça peut être du plastique, du bois, différents types de matériaux. Et, Ok. voilà. C'est ce qui était aussi intéressant, c'est ce qui me plaisait dans ce métier-là, c'est que je pouvais faire vraiment plein de choses dans plein de domaines. Oui, c'est très vaste. Justement, c'était ma question suivante d'ailleurs, pour parler du fait que tu as été concepteur d'emballage pendant 3 ans. Ma question en gros, ça consiste à designer des emballages pour qu'ils soient, j'imagine, le plus solide, fonctionnel, pratique. C'est-à-dire que un emballage entre guillemets, bon, ça reste en général souvent une boîte ou un cubique, mais Ouais, exactement. Moi, j'ai fait très simplement des caisses à pinard. J'en ai fait pas mal. ok. Après, ça peut, c'était des présentoirs, par exemple, dans les magasins. Donc, ça peut être vraiment tout type de découpe. Ok. Donc, c'était pour le transport, pour la présentation. Donc, il y a différents types d'emballages. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un aspect esthétique de l'emballage ou c'est vraiment l'aspect structurel, Il y fonctionnel? avait un aspect fonctionnel et esthétique. Ah, donc Ouais. il y a une part de, entre guillemets, décoration dans ce que tu fais ou... Alors, moi, je m'occupais pas de la partie impression.
le carton était imprimé, mais moi je m'occupais vraiment de la conception, donc c'est la forme de l'emballage. Après, l'impression, c'est pas moi qui faisais les choix, Mhm. mais ça fait partie aussi, hein, vous avez des formes arrondies partout, enfin, Mm. voilà, ça fait partie Et du design aussi. comment tu décides quel emballage est optimal pour une bouteille de pinard, par exemple? C'est vraiment alors, la forme de la bouteille, forcément, la Alors forme du produit, mais on a un cahier des charges, hein, on oui, part d'accord, souvent d'un ok. cahier des charges, on est obligé de respecter la demande Ok. du client. Voilà. Donc D'accord. on respecte les critères du client. Après, on lui propose différentes versions, par exemple, Mhm. et puis lui, il va choisir ce qui lui plaît le plus, par exemple. C'était souvent ce qui se passait. D'accord, ouais, je comprends. Et en fait, j'allais dire, ça me rappelle ce que je faisais en freelance aussi, puisque concepteur-rédacteur, c'est exactement la même chose, quoi. En fait, Ouais. tu sais à peu près bien écrire, après quelqu'un te dit, moi je veux qu'on parle comme ci, comme ça, et puis tu t'adaptes aussi, ou un graphiste, ou Exactement. tellement On est en de métiers comme relation, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on est en relation avec les graphistes, les designers, Mhm. les bureaux des méthodes pour la fabrication ensuite. Donc concevoir quelque chose, c'est bien, mais il faut que ce soit réalisable derrière avec la capacité de l'entreprise, Mhm. donc les machines, etc. Donc c'est prendre en compte aussi les capacités de l'entreprise. La faisabilité Voilà, derrière, tout à fait, quoi. tout à fait. C'est entre 2017 et 2018 que ta transition professionnelle, entre guillemets, s'amorce, puisque tu passes un BPREA Aquacole. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire BPREA? Brevet professionnel de responsable d'exploitation aquacole. Ok. Donc, Et tu fais aussi des stages de formation, du coup, chez 5 producteurs de spiruline français. Et donc, c'est là qu'on arrive à la question vitale, question à 10 000 €. La spiruline, c'est quoi? qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est ça. Alors effectivement, pour la petite histoire, moi j'ai donc quitté mon entreprise pour voyager un petit peu et je suis tombé en fait sur la spiruline, un producteur au Portugal. Donc je suis resté plusieurs semaines à travailler avec cette personne-là. Et donc de là est née cette passion en fait donc, de l'activité et du produit. D'accord. Une passion qui est née au Portugal, c'est intéressant. Voilà. Ça. Ok. Donc comme tout le monde, je ne connaissais pas. J'ai découvert la spiruline. Alors au début, quand on vous dit que c'est l'aliment le plus complet de la planète, avec tous les bienfaits que ça comporte, soit vous y croyez pas une seconde et vous pensez que c'est un truc de charlatan, soit vous vous dites mais attendez, mais c'est magnifique ce truc. Donc j'ai creusé un petit peu la chose et puis donc, savoir comment produire cette petite cyanobactérie, puisque la spiruline est une cyanobactérie d'eau douce. C'est pas une microalgue, donc c'est pas un végétal ni un animal, c'est une petite bactérie. Hein, Ah, ça fait la photosynthèse comme un végétal. d'accord. Mais voilà, c'est son petit secret. C'est pour ça qu'elle est aussi assimilée par l'organisme et qu'elle est aussi efficace. Non, mais je suis étonné, j'avais fait des recherches un petit peu sur le net et justement, j'avais lu un article qui disait que c'était une micro-algue spiralée verte, Ouais, vieille de 3,5 milliards 3,5 d'années. milliards d'années. Voilà, c'est un des premiers organismes vivants sur Terre. Et donc, ce sont les cyanobactéries. C'est un défaut de langage de dire que c'est une microalgue. Après, ça y ressemble beaucoup. Mhm. Mais si on veut être précis, voilà, ça fait C'est une partie du règne. cyanobactérie. Ouais, exactement. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené vers ce corps de métier? Ça, c'est la mauvaise question puisque tu viens de me répondre. En fait, tu prends de l'avance sur moi. C'était au Portugal. Mais néanmoins, c'est quand même intéressant comme question parce que ça mélange différentes choses. Donc, ça mélange l'alimentaire. Il y a une part un aliment, ouais, tout à fait. d'agriculture, puisque tu cultives. La chimie aussi, puisque tu nous en parlais la dernière fois, où il faut trouver la bonne méthode pour la cultiver. Est-ce que c'était finalement très différent de ce que tu as fait avant dans ta vie, ou finalement ça se connectait assez bien avec tes expériences passées? Alors, c'est très différent. Hein, c'est très, très différent. Mon ancien métier m'a été utile hein, pour faire des plans, concevoir, on va dire, la nouvelle structure de production de spiruline. Donc le laboratoire, entre autres, sous la serre. Et voilà. Donc j'ai oublié la question. C'était juste, est-ce que pour toi, professionnellement, ça a vraiment été... tu as dû complètement te réinventer, ou finalement il y avait quand même une connexion avec ce que tu avais fait avant dans la conception, etc. Non, j'ai vraiment dû me réinventer. C'était vraiment nouveau. Alors l'aventure s'est faite avec d'autres personnes aussi que j'ai rencontrées, que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer d'ailleurs. À la base, j'avais étudié le projet tout seul. C'est vrai que ça aurait été compliqué tout seul en termes de charge de travail, ça aurait été énorme. Donc voilà, j'ai eu la chance de rencontrer des associés et de pouvoir monter tout ça avec un bel élan, une belle énergie. Et ça, c'était très important. Mhm. Et c'est vrai que c'était
très différent de ce que je faisais avant, hein. D'accord. En passer dans un bureau et puis tout concevoir avec ses petites mains sur Mhm. une activité que pas grand monde connaît. On est 200 producteurs en France, donc c'est très peu. On échange beaucoup justement entre producteurs. C'est pour ça que j'ai fait la démarche aussi d'aller me former un peu tout seul, malgré la formation qui n'était pas spécifique spiruline, hein. D'accord. C'était plutôt coquillage et crustacés, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends. Donc Non, mais c'est hyper intéressant. Voilà, c'est ce que j'adore dans Ouais. Coup de Foudre, c'est que tu as le coup de foudre pour une cyanobactérie au Portugal, c'est qui c'était rien de comparable magnifique. à ce que tu avais fait avant. Et depuis, tu lances la ferme et c'est parti, quoi. C'est exactement super. On va en reparler plus en détail juste après. Il est 13h19 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de Foudre. Aujourd'hui, on reçoit Adrien Sauvageau, producteur de spiruline biologique. Alors Adrien, on va continuer l'interview avec une question sur la serre, parce que tu nous as fait visiter donc la serre où tu cultives avec Romain. Et j'ai cru comprendre donc en visitant la serre qu'avant le début de production et de vente, il y a eu quand même 2 ans à peu près, c'est ça, tu nous disais, de travaux intensifs où tu as donc aménagé la serre pour pouvoir après cultiver. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période-là? Bien sûr, ouais. Donc, comme tout projet, il y a une période où il faut installer tout l'outil de production. Alors, pour situer un petit peu pour les auditeurs, la spiruline, elle vit dans des lacs tropicaux. Donc, nous, on va reproduire son milieu naturel. Évidemment, on n'est pas dans une. En France, en tout cas, on n'est pas dans un pays tropical. Donc, on fait ça sous serre, voilà, tout simplement. Et donc, on fait des piscines à l'intérieur. On a des bassins de 150 mètres carrés à peu près. Donc voilà, faut monter la serre, faut faire les bassins à l'intérieur. Il faut monter un petit laboratoire pour pouvoir récolter la spiruline, la presser. On a différentes étapes. On passe par une étape de pressage pour enlever toute l'eau. Euh, Ensuite, on fait des spaghettis. Donc, on a des outils comme une machine à saucisses un peu trafiquée et un séchoir déshydrateur à basse température pour sécher notre spiruline. Donc, il faut une pièce, on va dire, une pièce propre, hein, pas totalement alimentaire, mais une pièce alimentaire, quoi. Mhm. Donc, voilà, tout ça, c'est un peu de boulot. On était 3 sur le projet, donc on a monté 2 sites de production. Donc c'était effectivement 2 ans de boulot, sans compter que quand je suis arrivé, j'ai eu la chance d'avoir un associé qui avait déjà le terrain et qui avait déjà monté la première serre, et surtout qui avait passé 1 an et demi à avoir les autorisations pour mettre une serre. Donc ça, c'est compliqué aussi pour un porteur de projet. Mais voilà, si j'ai un message à passer, il ne faut pas que ça démotive aussi les jeunes porteurs de projets. C'est que voilà, c'est vrai que c'est compliqué au départ, le foncier. Mais une fois que c'est fait, après, ça roule. Et voilà. Toute l'installation aussi, tu nous parlais d'installation hydraulique pour faire arriver l'eau justement. Installation de chauffage parce qu'il faut que la température soit assez. Donc tout Ouais, ça, alors il n'y a pas de chauffage, hein, sous la serre, c'est un chauffage passif. Bah oui, Mais effectivement, normal, il y a le c'est une réseau serre. d'eau, la plomberie, ça c'est. C'est ça Voilà. qu'il fallait construire, quoi. Donc on a fait une bonne partie des travaux nous-mêmes, hein, le montage, etc. Bon, il y a quelques petits trucs, la plomberie, on n'a pas tout fait, mais voilà, on a monté tout avec nos petites mains, quoi. Vous Donc avez ça met bien du mis la temps, main à la pâte, ouais. et voilà. Ça marche. Et donc l'aventure, je le disais, commence réellement en 2019 puisque c'est là qu'officiellement est lancée la spirulinerie avec 2 associés. Tu voulais nous en parler un petit peu aussi de ces 2 associés justement à ce moment-là, parce que tu disais que tu n'as pas porté le projet tout seul, vous étiez une équipe. Voilà, on était une équipe, on a eu donc voilà, rencontre de la vie, hein. Je connaissais pas ces personnes-là avant, enfin quelques mois avant. Donc on avait un projet en commun, on a mis ça en commun. On était très complémentaires. Donc ça nous a permis de mettre un peu cet outil de production en place. Après, voilà, les choses de la vie, c'est une aventure humaine aussi. Donc, j'étais avec un jeune associé et un moins jeune, on va dire. Mhm. Donc, le plus jeune est parti sur un autre projet de spiruline parce que dans la vie, il y a des choses qui se passent. Et donc, il est parti retourner dans sa région, on va dire, natale, avec un nouveau projet de spiruline. Et puis, l'expérience qu'il a eue avec nous lui a été très profitable. Et je lui passe le bonjour d'ailleurs. Je lui souhaite bon courage pour la suite. Et mon autre associé est parti à la retraite cette année. Donc les choses vont assez vite quand même pour moi. Et c'est très bien, hein, mais voilà. J'ai été obligé déjà de retrouver un nouvel associé. Donc c'est fait, ça va arriver cette année. Donc voilà pour la petite histoire. Et voilà.
Ok, C'est moi qui ai pris les rênes du navire maintenant. du navire, oui, avec pas mal de hauts et de bas et d'aventures, Voilà. comme tout projet. Ça a été qu'on très lance, vite quoi. et c'est vrai que c'est très très intense, surtout les premières années, c'est vraiment très très intense. Oui, mais je comprends bien, oui. Et après, quand tu crois à un projet, on sent que c'était le cas pour toi, ça fait un peu déplacer des montagnes, quoi. C'est vrai, avec le recul, c'est vrai qu'on c'est le a, principe. on a fait des très très belles choses et encore une fois, merci aux amis, à la famille qui sont venus nous aider, hein, on fait jamais rien tout seul et voilà, c'est vraiment exceptionnel ce qu'on a fait et voilà, je suis très content de l'entourage et On sent d'où que t'en d'où es on en fier. est aujourd'hui. Et c'est quoi une journée de travail typique pour toi? Tu nous as un petit peu expliqué quand même le processus de production, mais mettons, voilà, tu mets en situation un peu les auditeurs et les auditrices. Tu arrives le matin, je suppose, à la ferme. Qu'est-ce que tu fais en premier, en dernier? Voilà, donc nous, un jour de récolte, on commence très tôt le matin. Alors, faut expliquer aussi que c'est une activité saisonnière. D'avril à octobre, on a les conditions qui nous permettent d'avoir la production de spiruline, c'est-à-dire de la chaleur, de l'ensoleillement. Voilà, l'hiver, elle végète, il ne se passe rien, il fait trop froid pour qu'elle puisse pousser. Donc d'avril à octobre, en période de récolte, le matin, à 5h30, 6h du matin, au lever du soleil, on rentre sous la serre avec un super lever de soleil, c'est magnifique. J'imagine. Donc voilà, on a une première étape qui va durer 2 heures, 2h30 de filtration. On a des tamis, des filtres pour filtrer cette petite bactérie qui était tout petit, hein. On a Tu un nous disais filtre que les tamis étaient de l'ordre de. 21 microns. Ouais. D'accord, 30, voilà. 30 microns ou 21 microns. D'accord. Donc c'est très petit. On va venir pêcher les petits filaments de spiruline qui ressemblent à une spirale. Elle porte bien son nom. Donc ça, c'est la première étape. On va récolter une espèce de crème liquide qu'on va mettre dans une presse sous vide pour enlever toute l'eau. Donc là, voilà, une dizaine de minutes, on a une belle galette de spiruline sans eau qui ressemble à de la pâte à modeler toute verte. Oh. Cette pâte à modeler, on va en faire des spaghettis. Mhm. Voilà, donc on a dans cette petite pièce un petit poussoir à saucisse trafiqué. Mhm. Et donc on les étale sur des clés de séchage qu'on va insérer dans un séchoir, un déshydrateur, à basse température. Ça, c'est très important. On est sur, donc la spiruline, c'est considéré comme l'aliment le plus complet de la planète, après le lait maternel. Donc c'est ça son intérêt. Si on la sèche à haute température, bah, on va enlever forcément des Oui, éléments certaines nutritifs, propriétés, ce oui, qui bien est fort sûr. dommage. C'est malheureusement ce qu'on trouve à 90% sur le marché encore aujourd'hui. C'est issu de produits industriels étrangers qui, voilà, ils récoltent tellement en quantité qu'ils ne peuvent pas, comme nous, attendre 10-15 heures de séchage. Mm. Eux, ça dure 3 secondes. C'est comme pour faire de la poudre de lait. Et voilà, ils dépassent même momentanément, ils dépassent les 40 degrés. Donc, voilà, on a un produit final qui est de moindre qualité. D'accord. Oui. Et sous forme de poudre. Nous, on a un produit final sous forme de brindilles, de paillettes. Voilà. D'accord. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis là parce que on parlait justement des bienfaits. Alors, vous le savez, hein, à Coup de Foudre, on n'est pas là pour vendre un produit ou quoi que ce soit. Moi, c'est simplement que je me suis renseigné sur le net. J'ai vu, effectivement, il y a des bienfaits, il y en a plein. Donc, c'est anti-radicaux libres, c'est très riche en fer, c'est bon pour la peau, pour les cheveux, pour la perte de poids, beaucoup de choses. Et finalement, moi, je trouve qu'elle est relativement peu médiatisée, en fait. Comment tu expliques ça? C'est encore un produit qui est relativement confidentiel, en fait, l'aspirine. C'est vrai que c'est toujours alors, c'est pas un mystère. En Europe, on la trouve pas à l'état naturel déjà. Donc, culturellement, on n'a pas l'habitude de consommer beaucoup d'algues, comme dans certaines régions. Mais c'est pas nouveau en soi. La spiruline, il y a depuis très longtemps, hein, même il y a des histoires sur les Aztèques qui la consommaient déjà, alors parce qu'ils avaient un lac naturel à côté. Donc, en Afrique également, ils avaient déjà compris qu'en récoltant cette petite crème sur le lac, ils avaient déjà constaté les bienfaits en mangeant cette chose-là. Donc c'est culturel en fait principalement. Voilà. C'est pas culturellement, c'est pas encore quelque chose qui est très courant, commun. Non. Et puis on en fait la culture en France depuis une vingtaine d'années. Donc c'est aussi très récent. Voilà, c'était impossible de trouver un producteur sur un marché avant, puisque de tout ça, il n'y en avait pas. Voilà. Et justement, au niveau de vos clients, par exemple, est-ce que vous avez constaté une hausse d'intérêt pour ce produit ces dernières années, entre le début d'activité et aujourd'hui? C'est énorme, hein. C'est énorme depuis mes modestes 4 ans où j'ai commencé. Au début, on passait notre temps à expliquer ce que c'est la spiruline, on passait un quart d'heure à expliquer ce que c'est.
Aujourd'hui, tout le monde au moins entendu parler de la spiruline, que ce soit dans les médias ou autres, on en parle beaucoup. Alors, ça a vachement été démocratisé par les végétariens, les sportifs, qui eux-mêmes constatent les bienfaits très rapidement sur leur corps, etc., et qui en parlent de plus en plus. Donc ça, on a vraiment vu une différence. Ouais. Et justement, pour sensibiliser le grand public, vous faites des visites pédagogiques, c'est ça, à la ferme? Voilà. Donc Est-ce que tu veux en parler un petit peu, dire aux gens où c'est, quand c'est Voilà, donc là, on va recommencer donc les visites de la ferme pour expliquer notre activité, expliquer ce que c'est la spiruline et comment on travaille, à partir de mi-avril. Donc de mi-avril à septembre, fin septembre, on fait des visites à la ferme. En période de récolte, logique. Voilà. Comme ça, on peut montrer des beaux bassins. Donc c'est important pour nous parce que voilà, on en parle autour de nous. Il y a très peu de gens qui savent exactement comment on la cultive, comment on la récolte, etc. Donc c'est très important d'expliquer un peu cette nouvelle activité, ce nouveau produit, et de partager notre passion, ce qu'on fait tous les jours, quoi. Donc, oui, t'as vu nos têtes d'enfants ravis avec Romain quand on l'a regardé dans le microscope. Oh, Voilà. c'est des torsades. Oh à un moment donné, si on montre pas ce qu'on fait, on va rester des extraterrestres tout le temps, quoi, parce que on peut pas imaginer quelque chose qu'on connaît pas. Donc, oui, bien sûr. On essaie d'expliquer un maximum et de dire aux gens, voilà, venez nous voir. Ok, donc c'est à la ferme, c'est où exactement? Alors c'est à Bouin. À Bouin. Donc dans le 85. Pas très loin de Nantes, on a la frontière Loire-Atlantique. Et donc, c'est le mercredi de 17h à 19h et le vendredi de 17h à 19h aussi. D'accord, d'avril à octobre. D'avril à octobre. Toutes les ça semaines. Voilà, ok, c'est ça. Eh ben super, n'hésitez pas, allez-y, allez découvrir ce produit merveilleux qu'est la spiruline. Merci Adrien Sauvageau d'être venu nous voir. Avec grand plaisir. Merci. Coup de foudre. Merci pour ton invitation. Vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de foudre. Il est 13h34 et tout de suite, c'est l'heure de la première chronique, celle de Roma. S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office. Pas d'objection? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Roma, j'aime les histoires, les mystères et les enquêtes. Et aujourd'hui, je vais vous parler de L'inconnu de la forêt, le dernier livre en date d'Harlan Coben. Le livre commence avec une coupure d'un journal de Westville, New Jersey, datant de 1986. Le titre « Immense mystère autour de la découverte d'un Mowgli vivant ». Un enfant d'environ 7 ans a été retrouvé en guenille dans une forêt non loin de la ville. Les parents manquent à l'appel et personne ne sait comment cet enfant s'est retrouvé dans cette situation. En fait, il s'agit du passé de notre personnage principal, prénommé Wild. 30 ans plus tard, il vit dans une éco-capsule, caravane autosuffisante, cachée dans la forêt où il a été retrouvé. C'est un solitaire, proche de la nature, qui, de par son expérience, dispose d'un instinct fort et de sens plus affûtés que la moyenne. L'histoire commence lorsqu'une jeune lycéenne vient à manquer plusieurs jours de classe. Matthew, un ami, s'inquiète pour elle et demande à sa grand-mère Heather, avocate connue, d'enquêter pour en savoir davantage. Heather, ne sachant pas comment s'y prendre, va demander à Wild de l'aider. Mais Naomi est retrouvée une semaine plus tard, vivant dans le sous-sol de sa maison. Il s'avère qu'elle avait été incitée par des camarades de classe à faire le jeu du défi, qui consiste à disparaître plusieurs jours jusqu'à ce que les parents préviennent la police. Amusant, non ? Sauf qu'une semaine après son retour en classe, Naomi disparaît à nouveau. Tout le monde croit à une fugue, jusqu'à ce qu'un lycéen de la même classe disparaisse à son tour. Il s'appelle Crash Ménard et c'est le fils d'une famille riche et influente, ce qui change tout. C'était le premier Harlan Coben que j'ai lu. J'ai bien aimé ce livre, mais je n'ai pas été complètement emballée. D'abord, il est composé de beaucoup de dialogues. Ils sont bien écrits, mais les personnages passent beaucoup de temps à se relayer les mêmes informations à tour de rôle, ce qui donne une sensation un peu de tournis, de répétition et d'impression que l'histoire n'avance pas vraiment. Ensuite, Wild est de loin le personnage le plus intéressant de l'histoire. Il est énigmatique. Il est la raison pour laquelle je me suis accrochée à la lecture. J'étais persuadée que les disparitions des lycéens étaient reliées à son histoire personnelle et qu'à la fin, quelque chose de grandiose allait m'éclater à la figure. Mais rien de tout cela.
Du coup, l'histoire tourne autour d'une élection présidentielle en passe d'être sabotée et de conflits d'intérêts politiques. Bon, ce genre de thématiques retiennent moins mon attention. Je trouve que c'est dommage parce que le personnage de Wilde avait beaucoup de potentiel narratif. Enfin, la fin du livre est rapide et chaque morceau du puzzle trouve sa place, tout est résolu, pour faire en sorte que le lecteur se sente bien. Et cela retire un peu de la personnalité au livre selon moi. En résumé, lecture et histoire divertissante, mais ça ne valait pas le coup qu'on s'y attarde sur 450 pages. Je vous invite bien sûr à le lire pour vous faire votre propre idée. C'était Roma dans la chronique polar et je vous dis à dans un mois pour une prochaine édition. Je suis bien d'accord sur un polar, on préfère un petit peu comme un café, tu vois. On préfère 350 pages bien serrées, bien noires, bien efficaces. Plutôt 450 pages un peu... Oui, un peu fade, mais je suis pas d'accord parce qu'en fait le premier livre sur lequel j'ai fait une chronique dans Coup de foudre était très très long. Il faisait au moins 500 pages et c'était 500 pages de pur bonheur. Donc, C'est juste Karl Cobain qui est pas très très bon, quoi. je n'en sais rien, c'était le premier, donc je peux pas me prononcer balance. sur le reste voilà, de sa Ah oui, bien sûr, livrographie, je plaisante, si on peut appeler ça comme ça. Non, bien sûr, je plaisante. Et 13h43, vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de foudre, et tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Truc de fou. Vous ne vous reposez jamais, vous. Faits divers de printemps ou d'été, en toute saison, l'actualité regorge de pépites. C'est parti pour la rubrique Truc de fou. Alors, Truc de fou, c'est un peu le moment un petit peu freestyle de l'émission où chacun va parler un petit peu à son aise, comme ça, d'un truc qui l'a marqué récemment, un concert, resto, expo, ce que vous voulez, une expérience de vie. Je crois, Adrien, tu avais envie de nous parler de quelque chose. On va laisser la primeur à l'invité. Merci, c'est très gentil. Moi, j'avais juste envie de dire un petit mot sur le film Don't Look Up, que j'ai trouvé assez fascinant dans cette période de fou. Et voilà, je trouvais le message, le film, enfin la réalisation, tout est... Disons que c'est assez criant de vérité sur ce qui se passe un peu partout. Et voilà, j'invite tout le monde qui ne l'a pas encore vu à aller voir ça. Voilà. Film avec donc Leonardo DiCaprio et l'actrice, c'est je sais plus. Alors, je sais plus non plus. Et c'est tu nous disais, Romain? Ah, Jennifer Lawrence, ouais, c'est peut-être un micro qui est un petit peu silencieux du côté de Roma. Donc oui, très très bon film, je suis d'accord avec toi. Qui nous alerte un peu sur... qui est une métaphore en fait, le film, un petit peu. Il y a une comète qui s'approche de la Terre, on va tous mourir, et puis les politiques, c'est un peu... Donc c'est un déni cosmique complet, quoi. De la mort qui arrive, quoi. Tout le monde en est conscient, mais voilà, chacun reste dans ses petits... son petit confort. C'est à la fois très drôle, très marrant, mais on rit quand même un peu jaune, quoi. Ouais, c'est grinçant. Moi, je sais le moment où justement la comète est de plus en plus proche et qui disent bah tiens, si on allait miner dessus, parce qu'en fait il y a l'équivalent de 450 milliards de dollars, donc ils décident d'essayer de la miner alors que chaque jour elle se rapproche. Il y a des personnages qui ressemblent beaucoup à la réalité, comme un personnage riche, qui est passionné de technologie, donc ça nous fait penser tout de suite à Elon Musk ou des personnes comme ça. Et voilà, on essaie absolument tout ce qui est possible et réalisable avec notre pensée humaine pour pouvoir dévier cette météorite et survivre malgré l'imminence. Malgré le fait est que l'imminence de la mort. Ouais. Oui, c'est assez intéressant ces films. Voilà, je vous le recommande, ne serait-ce que pour la scène où DiCaprio pète un câble sur un plateau de télé. J'ai trouvé génialissime cette scène. Mais qu'est-ce qu'on est devenu? Genre, il pète complètement un câble. J'avais adoré cette scène. Don't Look Up, super. À regarder jusqu'à la dernière seconde, parce que on spoil rien du tout, mais jusqu'à la fin du film, la dernière scène est très rigolote. Tu veux dire, il y a après le générique? Alors, pas après le générique, mais vraiment la fin du film. Oui, je vois de quoi tu parles, oui. Le dénouement final. Oui, on ne spoilera pas. Ouais. D'ailleurs, ce qui est assez drôle pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est que c'est que la dernière marche pour le climat de Nantes s'appelait Look Up. En rapport à ce film, et je pense que le message est passé un petit peu partout en France et que c'est pas la seule manifestation qui porte ce nom. Donc plutôt chouette cette prise de conscience un petit peu collective grâce à ce film. J'espère qu'il y a eu une prise de conscience en tout cas
C'est fou ce ça, qui se passe. que ce soit rentré si vite dans la culture. Comme quoi, on avait besoin de ce film en fait. C'est un peu ça, quoi. C'était le bon moment. Je prends le micro de Brian parce que Marion ne fonctionne pas, mais j'avais juste envie de dire que les jeunes ont les neurones très bien allumés et réagissent vite, quoi. Ouais, Je veux au taquet. dire. Bah, Ouais, avec les réseaux, ça. internet, tout ça, maintenant, c'est vrai que tout va extrêmement vite. Très vite. Brian, tu voulais nous parler de quelque chose aussi? Oui, moi je voulais parler d'une sorte de mini-festival concert que j'ai vécu la semaine dernière. Donc voilà, ça s'appelait Syndicate of Dub. Donc c'était situé à 40 minutes de Nantes, où il y avait 3 sons de système qui sont venus. Donc pour les citer, Ataraxie Sound System, Yesaya Sound System et Propaganda Sound System. Et cet événement devait avoir lieu depuis, d'après ce que j'ai compris, plusieurs années, a toujours été reporté. Et là, ils ont réussi à trouver le bon créneau et on a passé une soirée assez d'anthologie et très très familiale parce qu'on n'était que 150 sur un terrain privé. Et voilà, normalement, il y aura d'autres événements et je recommande à tout le monde de regarder Syndicate of Dub pour les prochains événements à venir parce que c'était vraiment très très chouette. Et d'ailleurs, j'ai même croisé Hortense qui a fait la réal avec nous et quelques pruniens et pruniennes aussi là-bas. C'est vrai qu'à cette taille-là, une soirée 150, c'est chouette. Hein. C'est le son de système qu'on aime, je C'est pense. ça. C'est très très familial, Ça, où tout on le est- monde se connaît plus ou moins, ou échange ensemble. On Et ira. c'était vraiment très très cool. Eh ben, super chouette, merci Brian pour ce retour d'expérience. Et moi j'avais envie de vous dire vraiment en 2 mots parce que sinon on va se mettre un peu en retard. Je voulais vous recommander la série Afterlife qui est donc sur Netflix, série de Ricky Gervais. J'ai trouvé ça intéressant parce que Ricky Gervais il a quand même un personnage très 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 féroce de comique aux États-Unis. En général quand il fait une intervention aux Oscars, il a des blagues qui vont vraiment pas faire rire tout le monde parce qu'il attaque un peu violemment. Et cette série m'a vraiment pris par surprise parce que elle est dans la douceur, dans la tendresse. Si elle est assez noire, c'est une série sur le deuil, donc forcément c'est difficile, sur l'irremplaçabilité des êtres et en même temps sur les efforts à faire pour continuer à avancer. Mais comme tu me le disais, Guillaume, tout à l'heure, il y a aussi le côté humour anglais un peu grinçant où on sait jamais Un peu trop. noir, un peu cynique. On rit, on pleure. Enfin, cette série est vraiment bien. Voilà. Et surtout, on sait rire de la mort. Les Belges ont ce truc-là aussi, mais Oui. on a un peu du mal à rire avec la mort en France, mais Mais je oui, trouve que les Anglais le font très bien. Ricky Gervais en parlait dans une interview sur la série et il disait que lui, avec ses frères et sœurs, ils s'étaient marrés d'une blague à l'enterrement de leur père, tu vois. Il disait, bah, c'est ça la vie, la réalité, c'est qu'en fait, ça continue et le rire s'arrête pas non plus. Ouais, Voilà. ça permet Donc, de pas en faire un truc trop sérieux. c'est ça, tout à fait. Voilà, donc une bonne série, Afterlife, de Ricky Gervais. Et sur ce, on va se faire une petite pause à nouveau. Il est 13h54 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de Foudre. Tout de suite, c'est l'heure de la seconde chronique, celle de Brian. S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office. Pas d'objection? Salut tout le monde, c'est Brian. Aujourd'hui, nous continuons notre tour du monde. Notre pays regorge de paysages incroyables et je ne pouvais pas faire un tour du monde sans parler de la France. Je vous emmène dans le lieu de mon enfance sur la côte atlantique, le Cap Ferret. Pour restituer ce coin de paradis, c'est à l'ouest de Bordeaux, au nord du bassin d'Arcachon, en face de la dune du Pilat. Maintenant bien connu de tous, ce bout de terre est devenu l'Eldorado de beaucoup de personnalités telles que Pascal Obispo, Amélie Mauresmo, Nicolas Canteloup et bien d'autres. Il est vraiment compliqué d'y partir en vacances car le lieu a connu et connaît une très forte gentrification. Un des facteurs de cet embourgeoisement est le film Les Petits Mouchoirs avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, François Cluzet, que l'on voit partir en vacances, ce qui a suscité un engouement pour le Cap Ferret. Mais il y a quelques années, avant la ruée touristique, ce cordon littoral était beaucoup plus authentique et pittoresque. Ce havre de paix niché entre océan Atlantique et le bassin d'Arcachon offre toutes les possibilités pour passer d'incroyables vacances. On y trouve toutes les activités nautiques, allant du surf à la pêche à pied dans un décor unique. Un des principaux monuments est un phare rouge et blanc surplombant le Cap Ferret. Je vais essayer de vous décrire l'incroyable vue depuis là-haut. Imaginez, vous seul, le bruit du vent et des mouettes vous caresse les oreilles, que cette même brise saline s'engouffre dans votre nez et vous procure une sensation de bien-être intense. Une fois tous ces sens éveillés, vous découvrez une vue panoramique sur la dune du Pilat, les cabanes chanquées, le banc d'Arguin, les pinasses, l'île aux oiseaux,
l'immensité de l'océan et les forêts de pins. J'ai eu la chance d'y passer toutes les vacances de mon enfance, dans la maison de mes grands-parents, et j'en ai un souvenir inoubliable. Toutes les après-midi, mes grands-parents nous emmenaient à la plage avec ma sœur et ma cousine, au Membo, la plage du côté bassin d'Arcachon. Le matin, nous allions au marché, et je peux vous assurer que les produits vendus sont frais et pêchés le matin. Je me souviens notamment des sols grillés préparés par ma grand-mère, que nous mangions très souvent. Je n'ai jamais retrouvé cette même saveur nulle part ailleurs. Vous l'aurez compris, le Cap-Ferret me procure beaucoup de nostalgie et d'émotion. Pour tous les amoureux de la nature, de la mer, de l'authenticité des paysages, allez découvrir ce lieu unique, aux intersaisons, tant que c'est encore possible, car d'ici quelques années, avec la montée des eaux, il ne restera rien de cette terre paradisiaque. J'espère que mon coup de cœur pour le Cap-Ferret suscitera aussi votre intérêt. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve dans un mois pour la découverte d'une autre partie du monde. Et on va donc conclure cette émission, il est 13h58, c'était Coup de foudre. Merci à tous déjà, auditeurs, auditrices, d'avoir suivi l'émission aujourd'hui. Merci Adrien Sauvageau d'être venu nous rendre visite. Merci beaucoup. Pour nous parler spiruline. Et moi je vous donne rendez-vous le 7 mai pour la 7e édition de Coup de foudre. Vous pourrez retrouver les podcasts de l'émission sur le site de Prune, www.prune.net, ainsi que Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et sur ma chaîne YouTube, Georges en Poésie. Portez-vous bien, attrapez la foudre et à dans un mois.